Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur le domaine de génie logiciel. Si on regarde rapidement cette image, on voit qu'il y a une équipe d'ingénieurs qui sont en train de discuter sur un projet, puis on voit que le tableau est séparé en plusieurs colonnes. Pour vous donner juste une idée, ces colonnes vraiment, c'est les différentes étapes que un logiciel devrait passer avant qu'il soit mis en production. Pour savoir plus, on va aller dans la deuxième slide, puis on va essayer de définir, de savoir c'est quoi la définition de génie logiciel. Si on regarde rapidement, le génie logiciel est une science de génie industriel qui étudie les méthodes de travail et les bonnes pratiques des ingénieurs ou des techniciens aussi, parce que les techniciens peuvent faire partie aussi de l'équipe de développement qui développe des logiciels ou des applications. Vraiment, c'est une science qui est basée pour améliorer le développement, les méthodes de développement des logiciels ou des applications. C'est comme d'autres domaines, c'est comme la construction. Il y a toujours les coffreurs, les ferrailleurs. Il y a plusieurs domaines, plusieurs spécialistes là-dessus. Moi, je ne me connais pas ben, mais c'est presque pareil. Vraiment, c'est une science. Si on regarde rapidement ici, ce schéma que je mets ici, vous allez comprendre. Qu'ici, on a un logiciel, on a la science de génie logiciel ici, il est basé sur les différents questionnements. Tout d'abord, c'est qui? C'est-à-dire, c'est qui les clients? C'est qui les clients? C'est qui va utiliser ce logiciel? C'est qui va développer ce logiciel? C'est qui la société qui va gérer le développement de son logiciel? C'est pour cela qu'on pose des questions. Qu'ici, c'est quoi? Fait que c'est quoi la pratique? C'est quoi la méthode? C'est quoi le SGBD? C'est quoi la base de données qui va être utilisée? C'est quoi le codage? C'est quoi le langage qui va être utilisé? Si on revient ici aussi, on a des questions. Est-ce qu'on peut maximiser le profil? Est-ce qu'on peut respecter les exigences de la qualité de la réalisation de son logiciel? Est-ce est-ce qu'on peut augmenter la productivité, c'est-à-dire est-ce que on va respecter les délais de livraison? Qu'il y a beaucoup de questionnements. C'est juste pour vous dire que c'est pour cela le génie logiciel est arrivé pour nous définir vraiment les étapes pour mieux acheminer la naissance de son logiciel. Acheminer c'est exactement le parcours de sa naissance. Il faut vraiment démarrer dans des bonnes bases, sinon le projet va tomber dans l'eau. On va continuer la présentation. Si on regarde ici rapidement dans ce schéma, on va comprendre qu'il existe vraiment des étapes à passer pour la réalisation d'un logiciel. C'est pour cela qu'on les appelle les étapes de cycle de vie d'un logiciel. D'un logiciel. Excusez. La première étape, c'est vraiment l'analyse. La deuxième étape, c'est la conception. La troisième étape, c'est le codage. La quatrième étape, c'est vraiment les tests. Et c'est la cinquième étape, moi je l'appelle aussi une étape, l'intégration, c'est la livraison. Et puis, une fois le produit est livré, qu'on va faire de la maintenance dans le futur. On va aller, je vais vous parler, c'est sûr, dans les prochains slides, sur les différentes étapes en détail un petit peu. Ok? Qu'on va commencer par l'étape de l'analyse. C'est vraiment le rôle de l'analyse fonctionnelle ou l'analyse d'affaires. C'est aux autres qui vont aller faire l'étude du marché, identifier les besoins du client, étudier la faisabilité. Est-ce que le logiciel vraiment est réalisable? Est-ce que son logiciel il peut vraiment tenir la route ou son logiciel n'est pas réalisable? Aussi, l'analyse fonctionnelle aussi, ou l'analyste d'affaires surtout. Ici, d'affaires, c'est lui qui va parler sur le coût du logiciel. Est-ce que ce logiciel
quand même, le client il va savoir combien ça va coûter après avoir fait l'analyse, tu sais. Et puis, c'est un prix, on va dire que c'est un prix juste, c'est une estimation. Fait que c'est pas exact parce que le client, après, une fois on rentre dans le détail, fait qu'on, ça se peut qu'il va s'avérer que le client est très exigeant par rapport à sa demande, fait que le prix, ça varie, par exemple. Fait que c'est pas collé dans le mur. Et puis aussi, on a ici la rédaction des spécifications des besoins. Fait que, qu'est-ce qu'on appelle le cahier de charge. Fait que les clients devraient, devraient, tu sais, devraient parler avec l'analyse fonctionnelle. Puis ça se peut aussi qu'il va parler avec les utilisateurs pour savoir c'est quoi ses besoins. Puis il va élaborer un cahier de charge bien détaillé. Et puis aussi, on a qu'est-ce qu'on appelle validation et spécification des règles d'affaires. Fait que si vous avez regardé le dernier tuto que j'ai fait sur les bases de données, fait qu'il y a des règles d'affaires. Par exemple, juste je vous donne un exemple, tu sais, par exemple, un client, est-ce qu'il peut passer un ou plusieurs commandes? Ça fait partie des règles d'affaires. C'est là qu'on va déterminer les relations entre les tables. Fait que fait que c'est ça, c'est des enjeux. Par exemple, une commande, par exemple, lorsque une commande va être commandée par un fournisseur, est-ce que et toujours il va l'avoir toujours du même, il va avoir le même produit ou plusieurs produits similaires. Fait que c'est des règles d'affaires pour vraiment faire bien notre base de données qu'on faut lorsqu'on passe à la conception. Fait que vraiment c'est ça grosso modo le rôle de l'analyste, mais ça reste quand même vague. Mais on a quand même des idées, c'est quoi le rôle de l'analyse fonctionnelle. Ici, on va passer au rôle de la conception, tu sais, c'est le concepteur, c'est le rôle de concepteur de base de données. Et il y en a des gens qui disent que oui, l'analyse d'affaires peut faire aussi de la modélisation, de la conception, mais je suis pas sûr. Parce que un analyste fonctionnel ou un analyste d'affaires, tu sais, il devrait pas, tu sais, c'est pas forcément un informaticien, tu sais. Fait que c'est pour cela, moi je pense, d'après mon expérience, c'est la personne qui va faire de la modélisation. Tout d'abord, on va détailler c'est quoi la conception. Fait que dans la conception, on a traduire le cahier de charge. Fait que le cahier de charge qui, va- qui a été élaboré tu sais, par l'analyse fonctionnelle ou l'analyse d'affaires. Fait que le concepteur va aller regarder le cahier de charge puis il va essayer de faire de la modélisation avec le langage de modélisation unifié qu'on appelle UML. Fait que Unified Modeling Language. Fait que c'est grâce à, à, à ce langage de modélisation qu'on va aller traduire le cahier de charge. Puis si on regarde ici en bas, fait que durant la modélisation, il va y avoir beaucoup de modèles. Fait qu'on a le diagramme de cas utilisateur, le diagramme d'objet, le diagramme de classe, diagramme de collaboration, diagramme de séquence, diagramme d'activité, diagramme de composants, diagramme de déploiement. Il y en a beaucoup. Fait que on n'entre pas dans le détail, mais juste pour vous dire c'est quoi le rôle de concepteur. Fait que le concepteur, vraiment, il va nous traduire vraiment le cahier de charge. Et il va voir qu'est-ce qui a été récolté par le client, euh, qu'est-ce qui a été récolté par le client, de la part de l'analyste. Et puis aussi, le concepteur peut, une fois les différents diagrammes sont faits, fait qu'il est capable de générer son code, son script SQL qui contient vraiment ce qu'on appelle la base de données au complète. Table, vue, index, etc. Fait qu'on ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais fait que le concepteur de base, le concepteur va nous faire aussi la conception de la base de données. Fait qu'ici, je vous montre rapidement juste un exemple de diagramme de classe de conception. Fait qu'ici, c'est le concepteur, lorsqu'il a fait la modélisation de différents diagrammes, fait qu'à la fin, il va arriver vraiment un diagramme de classe de conception. Fait qu'on voit déjà, il a tout élaboré, il a déterminé les tables,
il a fait les cardinalités, il a fait les relations. Fait que vraiment le schéma est complet. Fait que à partir de là, on peut aller générer tu sais, implémenter notre base de données dans un GBD. OK? Fait qu'une fois la conception est faite, fait qu'on passe au codage. Tu sais, le codage, c'est vraiment le rôle du programmeur. Fait que le programmeur, c'est lui qui va utiliser un langage de programmation quelconque pour faire la liaison avec. Moi, je dis c'est ça pour faire la liaison avec les bases de données. Oui, ou pour communiquer avec les GBD qui contiennent les bases de données. Fait que, et puis à partir de là, il va nous retourner des interfaces graphiques. C'est juste pour vous clarifier quelque chose. Fait que toujours, il y a la partie back-end, il y a la partie front-end. La partie back-end, c'est la partie hébergement par exemple, le serveur où on va héberger notre GBD qui contient notre base de données, puis le serveur d'application qui va gérer ça, puis le serveur de base de données, y compris le GBD qui est dedans. Fait que ça, c'est le back-end. Fait que l'utilisateur, l'utilisateur final, il va voir rien de ça. Fait que ça s'exécute en arrière-plan. Et puis le front-end, c'est, 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 c'est- qu'est-ce que l'utilisateur doit manipuler. C'est vraiment l'interface graphique utilisateur. Et puis pour programmer ça, tu sais, on utilise C, C Sharp, Visual Studio avec .NET, tu sais, PHP, etc. Il y a plusieurs langages de programmation. Fait qu'on ne rentre pas dans les détails des langages de programmation, mais grâce au langage de programmation, on, on va retourner vraiment les interfaces graphiques. Fait que le codeur, il joue un rôle très important aussi pour réaliser vraiment le cycle, pour réaliser une étape de cycle de vie d'un logiciel. Puis si on regarde ici rapidement, je vais ces deux captures d'écran pour vous expliquer. Fait qu'on on a ici le codeur qui va utiliser les différents langages de programmation quelconque, puis il va nous retourner une interface. Puis cette interface, il est basée sur les tables. Je retourne juste ici, il est basé sur des tables. Par exemple, juste client ici, par exemple, la table client. En imaginant ça, sous formuler ces clients. Fait qu'ici, on va avoir nom client, prénom. Fait que on peut ajouter des clients, on peut modifier des clients, on peut supprimer des clients. Fait que il va aller vraiment sous formulaire, il va aller euh, se linker sur la base de données. Fait que ces champs vont être validés sur la base de données. OK? Fait qu'on dit, en informatique, on dit c'est des champs qui vont être basés sur les items, sur les chutes, qui vont être basés sur les items ici. Fait que, excusez, fait que, on revient. Fait que c'est ça, fait que c'est ça l'interface graphique d'un logiciel. Fait que on va aller chercher, on va aller manipuler la base de données, tu sais, avec des interfaces. Fait que, et puis derrière ces boutons, c'est la programmation, c'est des SQL. Par exemple, ajouter, fait que add to, modifier, c'est update, delete, fait qu'il va aller faire des requêtes sur la table. Sur la table ou plusieurs tables s'il y a par exemple des relations. OK? Fait que si ce formulaire est basé sur deux tables, fait que c'est sûr, ces select vont aller jouer sur les deux tables. OK? Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est ça le rôle de développeur. Maintenant, on va passer au rôle de testeur. Fait que dans la phase testeur, c'est vraiment lorsque le programmeur va terminer son codage, fait que les testeurs vont faire des tests unitaires. Fait qu'ils vont, par exemple, dans un programme, il y a plusieurs unitaires. Fait qu'ils vont, c'est des modules, tu peux dire des modules. Fait qu'ils vont séparer des modules, puis ils vont faire des tests, ce qu'on appelle des tests unitaires. Puis c'est par rapport aux attentes. Fait que, mettons par exemple, c'est des calculs, fait qu'on on va injecter des valeurs, puis on va voir ce qu'on va avoir comme roteur, si vraiment ça répond à nos besoins. Puis il y en a plusieurs méthodes pour faire des tests unitaires, fait qu'il y en a des gabarits, etc.
Et puis après, on va passer au test d'intégration. C'est quoi le test d'intégration? C'est on va faire un test sur l'ensemble des modules. Fait que tantôt, on a fait des tests module par module, mais maintenant, on va essayer de faire un test qui va, tu sais, qui va aller comme, qui va avoir une liaison avec l'ensemble des modules, c'est-à-dire est-ce que vraiment ça, son module peut aller communiquer avec d'autres modules, puis on va voir est-ce que qu'est-ce qu'on a donné comme information, ça fait partie de nos attentes. Fait que ça, c'est la partie de test, puis c'est les gens, le contrôle de qualité qui fait ça. Fait qu'il y a une formation aussi qui est basée sur ça, si les gens sont intéressés pour faire des formations, tout ce qui est contrôle de qualité. Fait que ça se fait très bien aussi. Une fois le test de qualité est fait, fait que une fois la phase de test est terminée, on va passer à la phase d'intégration. C'est quoi la phase d'intégration? C'est la livraison et c'est le rôle de l'architecte système. Fait que vraiment, c'est, c'est livrer le logiciel dans son environnement réel. Fait que ça dépend. Je dis ici, c'est l'architecte système, ça dépend. Si par exemple le logiciel est complexe puis utilise plusieurs plateformes sur le web, etc., fait que ça prend de la sécurité, etc., fait que ça prend un architecte système pour vraiment l'intégrer comme faut. Mais si s'il s'agit d'une application client-serveur pour une petite compagnie, fait que le développeur ou l'analyste même fonctionnel peut livrer ça. T'sais. Fait que vraiment c'est la livraison. Une fois la livraison est faite, une fois le logiciel est sous la est déjà productif, c'est-à-dire le logiciel est utilisé par les utilisateurs, fait que j'imagine, fait que parce que toujours durant la période des tests, c'est pas comme l'environnement réel, fait que ça se peut qu'il y en a des petits bugs qui vont sortir, fait que la compagnie, les développeurs devraient faire de la correction. Ok? Puis aussi, en utilisant le logiciel, on découvre que le client il n'a pas bien spécifié ses besoins au départ, fait qu'on va ajouter ou modifier des fonctionnalités. Fait que c'est normal. C'est pour cela on arrive à la maintenance, mais juste pour vous dire quelque chose, c'est la maintenance, ça peut coûter plus cher que de concevoir un nouveau logiciel. Ok? Parce que lorsqu'un logiciel vraiment est obsolète, fait que parfois ça vaut pas la peine d'aller faire de la maintenance. Il faut vraiment le mettre de côté et démarrer vraiment la conception d'un nouveau logiciel qui va répondre vraiment à tes besoins d'aujourd'hui et vous allez sauver aussi de l'argent. Fait que c'est pas facile de faire la maintenance, surtout si un logiciel date de 10 ans, 15 ans. Fait que avec l'évolution de l'informatique, puis l'évolution des langages de programmation, etc. Puis, fait que je suis pas sûr qu'on est capable de faire la maintenance pour un logiciel qui date de 15 ans ou 10 ans et plus. Et puis maintenant, on va passer, je veux parler quand même sur les modèles de cycle de vie d'un logiciel. Fait qu'on a vu les différentes parties. Et maintenant, on va voir les modèles, comment ils exécutent, comment ils utilisent pour réaliser ces différentes étapes. Tantôt, on a parlé sur l'analyse, la conception, le codage, le test, la livraison, la maintenance. Mais comment ils utilisent ça? Fait, comment utiliser ça? Moi, j'ai pris deux modèles, mais il y en a plusieurs modèles. Moi, j'ai pris le modèle en cascade et le modèle, je vais aller juste voir rapidement, et le modèle en spirale. Mais il y en a plusieurs modèles, comme le modèle en V, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même, vous allez savoir, tu sais, pour réussir ça, fait que les ingénieurs ils utilisent plusieurs modèles, ça dépend le besoin. Fait que si on regarde ici, on a le modèle en cascade. Fait que le modèle en cascade, c'est quoi? Fait qu'il est basé sur chaque étape. Fait que une fois l'étape de l'analyse est finie, il va passer à l'étape de la conception. Une fois l'étape de la conception est finie, il va passer à l'étape de codage. Une fois l'étape de codage est finie, il va passer au test. Une fois le test est fini, il va passer à la livraison, puis la maintenance, ça s'en vient.
Fait que c'est un modèle qui date de 1970, qui a été présenté par Dr. Royce. Mais son modèle, comme tous les modèles, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Fait qu'on va aller juste voir les avantages rapidement et les inconvénients. Fait qu'ils disent qu'il est très simple à pratiquer. Pourquoi très simple? Fait que très simple, très simple à pratiquer parce que on termine étape par étape. Fait qu'on va faire de l'analyse au complet. Et puis, une fois l'analyse est faite, tout est fini, on va clôturer ça, on va passer à l'autre étape. C'est pour cela qu'ils disent qu'il est simple. Puis, ils disent qu'on fait plusieurs tests là-dessus. Oui, c'est vrai parce que on prend le temps d'analyser, on prend le temps de faire de la conception, on prend le temps de faire le codage, on prend le temps à faire les tests. Fait que oui, c'est vrai, il y a plusieurs tests. Ils disent aussi qu'il est très performant lorsque les besoins sont bien identifiés. Ça veut dire quoi? Lorsque les besoins du client au départ sont bien identifiés puis ils sont pas complexes, ça se fait très bien. Par exemple, réaliser un logiciel pour faire des commandes, fait que on a déjà sur le marché des logiciels qui rassemblent, puis il y en a d'autres modèles, fait que on va juste aller regarder c'est quoi la base de données qu'on va utiliser, c'est quoi c'est quoi le langage de programmation qu'on va coder ça, puis il y en a déjà plusieurs modèles, plusieurs modèles fait, qui sont connus, puis on connaît déjà leurs bugs, leurs défaillances, fait qu'on peut les améliorer, fait qu'on peut réaliser quand même un bon logiciel. Mais si un logiciel n'est pas connu sur le marché, puis ça peut être un complexe pour ce modèle. Les inconvénients aussi pour ce modèle en cascade. Une étape de développement commence si seulement une étape antérieure est complètement terminée. Fait que c'est vrai. Comme j'ai dit tantôt, on peut pas commencer, débuter cela si cela n'est pas fini. Fait qu'il y a une pénalisation par rapport aux autres étapes. Fait qu'on attend toujours derrière quelqu'un. Fait que c'est normal. Le temps d'attente est très lent. Diminution de la productivité, c'est normal. C'est normal. Fait qu'on attend toujours derrière quelqu'un. Imaginez-vous, vous avez une équipe dédiée pour ça. Fait que vous avez un seul projet qui rentre. Fait que les autres sont au chômage, tu sais, au chômage technique. Fait que on va attendre que l'analyste va nous fournir son cahier de charge pour commencer la conception. Fait que c'est normal et pas productif euh, pour les entreprises. Et puis ici, on constate aussi l'utilisateur, il n'est pas mêlé, il n'est pas invité à donner son opinion. Fait on présente juste le logiciel à la fin à l'utilisateur. Fait que ça se peut que il va avoir des surprises. Fait que c'est pour cela, vraiment, pour moi, c'est un inconvénient majeur. Fait que les clients, ils n'ont pas un feedback. Fait que le feedback est tardif. Fait que c'est normal. Les clients jouent un rôle très important parce que ça se peut, nous on a démarré une analyse des besoins qui est out ou à côté de la plaque par rapport à sa demande. Fait qu'il faut vraiment intégrer toujours les clients durant la phase de réalisation d'un logiciel. Et puis aussi, si une erreur est détectée dans une étape, fait qu'on doit refaire toutes les étapes. Ok? On va juste regarder. Imaginez-vous, tu sais, on arrive ici, fait qu'on a un bug dans les tests, fait que, regarde, on revient dans la partie codage, après on revient dans la partie conception, on va corriger la partie analyse. Fait que c'est pas facile de retoucher une fois le travail est fait. Si tu rajoutes juste une clé primaire ici, ça va changer tout le processus de programmation, de développement de ce logiciel. Ok? Et puis ils disent aussi il est incapable de prendre en charge des systèmes complexes. C'est normal. C'est un système complexe, un système qui n'est pas connu sur le marché, puis un système vraiment euh, qui a beaucoup de besoins, fait que
Je pense pas qu'on est capable de réaliser ça avec le modèle en cascade parce que c'est sûr, on va être à côté de la plaque. Maintenant, on va passer au modèle en spirale. Excusez-moi. Fait que le modèle en spirale, c'est le contraire un petit peu de modèle en cascade. Fait qu'il est basé beaucoup sur l'analyse. Et puis il intègre beaucoup l'utilisateur durant le processus de réalisation de logiciel. Fait que si on regarde comme ça, fait que son modèle, on appelle ça un modèle itératif et incrémental. Pourquoi itératif et incrémental? Il fait des itérations. Regarde ici, comment on va commencer par ici. Regarde ici, il est divisé en 4 carrés. Planification, analyse des risques, ingénierie, c'est le développement. Excusez. Excusez. Et l'évaluation de l'usager. Fait qu'on va débuter ici avec une itération. Fait qu'on va aller voir c'est quoi les besoins. Les besoins au départ. Puis, on va en même temps analyser les risques. C'est quoi? Puis on arrive au site. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que c'est un logiciel réalisable ou pas réalisable? C'est un projet réalisable ou pas réalisable? Puis si c'est réalisable, on va passer à partir programmation. Pas programmation, à la partie, c'est la partie réalisation. C'est modélisation, conception, test, codage. Et puis, on va voir un prototype. Un prototype initial. Ça peut, il n'est pas complet, mais initial au moins. Un prototype de base. Fait qu'après, ce prototype va être analysé évalué par l'utilisateur. Ok? Puis à partir de là, l'utilisateur, on va faire de la planification à nouveau. Une autre itération. Ça sert qu'à une incrémentation. Et une autre itération qui va commencer. C'est la même chose. Fait que suite aux premières itérations, on a déjà un prototype. Puis l'utilisateur peut déjà donner son argument. Fait que s'il y a des changements, on va les changer. Fait que ainsi de suite. Fait que grâce aux remarques de l'utilisateur, fait que nous, on peut aller changer les besoins. Fait que on va sortir, on va passer une autre itération. Puis on va incrémenter. C'est la même chose. On va voir ici avec les nouveaux besoins. Est-ce qu'il n'y a pas de risque sur la réaction de l'utilisateur? Qu'est-ce qu'il a donné? Si ça va. Est-ce que ça on commence? Est-ce que est-ce qu'on va réaliser ça? La décision. Est-ce qu'on va réaliser ou non? Fait que c'est ça. Fait qu'on a un deuxième prototype. Fait que jusqu'à un énième prototype. Fait que c'est vraiment en spirale. Et puis il est itératif et incrémental. Fait que itération, puis il incrémente une autre. Une autre itération qui va incrémenter une autre. L'une derrière l'autre. Fait que jusqu'à que l'utilisateur va être satisfait jusqu'à que le besoin vraiment est atteint, puis le prototype vraiment répond à l'utilisateur. Fait que, moi je dirais presque c'est un logiciel final. Mais dans ce modèle aussi, on a des avantages, on a des inconvénients. On va aller les voir. Fait que parmi les avantages, on a une approche cyclique permettant la validation concrète et sûre par les utilisateurs. C'est-à-dire, on juge les utilisateurs à voir vraiment le concret de la réalisation. Fait que, ils vont voir s'il y a quelque chose et ils vont le signaler. Ok? Et puis, on peut découvrir des anomalies plus tôt. Comme je dis ici, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'on va arrêter la décision? Oui ou non? Fait qu'on peut découvrir des anomalies plus tôt. C'est pas comme le modèle en cascade. On arrive au site, puis on découvre l'anomalie, fait qu'on doit retourner faire notre travail de A à Z. Fait que, ok, on va continuer. Ouais, c'est ça, on a parlé de ça déjà. C'est forte implication des utilisateurs qui est très important. L'analyse des risques fait que à chaque cycle terminé, se termine par une question. Fait que ici, est-ce qu'on va continuer ou non? Est-ce que ce projet, ce logiciel est réalisable?
Fait que c'est vraiment ça. Les inconvénients, le temps et le coût, ça va être vraiment c'est très élevé. Fait que si par exemple une compagnie, tu sais, un client qui veut vraiment un travail fini puis basé sur ses itérations, basé sur demander toujours l'avis d'utilisateur, fait que retourner chez le client, fait que fais ça, fait que ça, fais ça, fait que ça peut être coûteux, c'est normal. Et puis ça prend du temps, ça va prendre du temps. Puis aussi, on a un petit inconvénient ici qui est moins testé. Oui, pourquoi? Parce que on est basé beaucoup sur les itérations, puis à chaque fois, on change, on change, on change. Fait que oui, on fait la mesure, on teste, mais une fois le produit final est fait qu'il n'est pas testé comme. On ne prend pas le temps de terminer une étape par étape. Fait qu'il est moins testé. Fait que ça se peut, on va avoir des surprises à la fin. Fait que c'est pas mal ça. Euh, Fait que merci beaucoup pour votre attention. Puis c'est ça, fait que vraiment, c'est les différentes parties de cycle vie dans le logiciel. Fait que j'espère bien que cette vidéo a été à votre goût. Puis j'imagine dans les prochaines vidéos, on va aller vraiment démarrer la réalisation des petites applications qu'on va parcourir les différentes étapes qu'on a vues tantôt ensemble. Et puis à partir de là, vous allez comprendre vraiment quelles sont les différentes étapes que le logiciel devrait passer avant qu'il soit vraiment livré dans son environnement réel. Fait que merci beaucoup une deuxième fois, puis à la prochaine vidéo.